ne viens pas à l'anniversaire de maman, mon père a écrit, toute la famille ne veut pas de toi là-bas, tu es une ratée. Je suis restée silencieuse et j'ai répondu, donc tu as choisi l'argent plutôt que ta fille. Ensuite, j'ai tout annulé, y compris la compte du restaurant. Ils ricanaient dans le chat, mais ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Mon nom est Brooke Thompson. J'ai 38 ans et, jusqu'à ce mardi matin, je croyais encore qu'il y avait des limites qu'une famille ne franchirait jamais. Je venais de déposer mes enfants et je me suis arrêté prendre un café avant de me rendre chez mon premier client de la journée. J'étais en ligne, à moitié éveillé, à vérifier mes emails, à penser à des échantillons de tissu et à l'installation d'une salle à manger, lorsque mon téléphone s'est illuminé avec la discussion de groupe familial pour l'anniversaire de ma mère. Je l'ai ouvert, m'attendant au bruit habituel concernant les fleurs, le gâteau et qui apportait quoi. Au lieu de cela, j'ai trouvé un message de mon père me disant de ne pas venir. Il disait que toute la famille ne voulait pas de moi. Puis il m'a traité de perdante. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin tu. Plus d'excuses. Plus de faire semblant qu'il ne pensait pas ce qu'il me montrait depuis des années. J'ai souri, tapé une seule phrase et demandé s'il avait vraiment choisi l'argent plutôt que sa propre fille. Puis j'ai tout annulé. La salle privée, les arrangements d'anniversaire, la compte que j'avais payée des semaines plus tôt pour le dîner qu'il pensait avoir sans moi. Quelques personnes dans le chat ont commencé à rire. Quelqu'un a réagi comme si c'était une blague. Quelqu'un d'autre a ajouté un autre petit commentaire cruel, juste assez pour qu'il soit clair que ce n'était pas de la colère du moment. C'était ce qu'ils avaient toujours été, quand ils pensaient que je resterais petite et que j'accepterais. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'est qu'ils ne m'avaient pas seulement désinvité d'un dîner d'anniversaire. Ils m'avaient donné la seule chose dont j'avais besoin pour arrêter de les protéger. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, et pourquoi ils n'ont pas ri longtemps, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Quand je suis retourné à ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne non plus. Je suis resté assise, les deux mains sur le volant, regardant à travers le pare-brise des gens entrer et sortir du café, comme si le monde ne venait pas de basculer sous mes pieds. La vérité était que ce message ne venait pas de nulle part. Il ne faisait que dire à voix haute ce que ma famille disait, de manière plus petite et plus propre, depuis des années. Mon père, Robert Thompson, avait passé la majeure partie de ma vie d'adulte à traiter mon entreprise comme une phase que j'aurais dû dépasser. Je possède une petite entreprise de homestaging et de stylisme d'intérieur juste à l'extérieur d'Austin. Ce n'est pas tapa accent grave-l'œil, mais c'est réel. Je l'ai construite client par client, maison par maison, long week-end, facture en retard, matin tôt, tout en élevant 2 enfants et en essayant de faire fonctionner un mariage et un foyer. Mon père n'appelait jamais ça une entreprise, sauf quand d'autres personnes écoutaient. Quand c'était juste la famille, il appelait ça mon petit projet. Ma sœur aînée, Megan, travaillait dans l'immobilier de luxe, ce qui faisait d'elle l'enfant prodige par défaut. Elle vendait le genre d'image que mes parents adoraient. Talons de créateur, annonces soignées, sourires mis en scène, journées portes ouvertes au champagne. Elle savait exactement comment parler à mon père, comment être d'accord sans paraître faible, comment rendre l'ambition élégante. Ma sœur cadette, Anna, était plus facile à aimer, mais plus difficile à faire confiance. Elle détestait tellement les conflits qu'elle restait assise en silence pendant que j'étais dépecé devant elle. Puis, plus tard, elle m'envoyait un message doux et coupable du genre « J'espère que tu sais que je n'étais pas d'accord avec ça ». Renifle ma mère, Eleanor, jouait toujours la pacificatrice, mais seulement d'une manière qui protégeait les personnes causant le dommage. Elle me disait de ne pas prendre les choses si personnellement. Elle disait que c'était juste comme ça que papa était. Elle me demandait d'être la personne la plus grande, ce qui dans notre famille signifiait toujours être plus silencieuse, plus facile, être celle qui plie. La vraie dispute avait commencé environ 1 an plus tôt, quand mon père avait décidé que je devrais intégrer mon entreprise à l'une de ses entreprises immobilières et gérer les intérieurs pour un nouveau développement haut de gamme qu'il soutenait. Sur le papier, cela semblait généreux. C'est ainsi qu'il l'a vendu à tout le monde, comme s'il m'offrait une place à la table des adultes. Ce qu'il voulait vraiment, c'était le contrôle. Il voulait mon goût, mon travail, mon instinct client et mon nom attaché à son argent, mais seulement si je faisais les choses à sa manière. Quand je lui ai dit non, que je voulais garder mon entreprise indépendante, il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Après ça,
les commentaires sont devenus plus acerbes. Meghan a dit que j'étais trop émotive pour développer une vraie entreprise. Ma mère a demandé pourquoi je devais toujours rendre les choses difficiles. Mon père m'a dit que la fierté coûtait cher aux personnes aux revenus modestes. Ils ont même critiqué mon mari, Michael, parce qu'il enseignait l'histoire dans un lycée public et ne courait pas après le statut comme il pensait qu'un homme devrait le faire. Ils agissaient comme si j'avais choisi la mauvaise vie simplement parce que j'en avais choisi une qu'ils ne pouvaient pas contrôler. C'est la partie qui est finalement devenue claire dans ce parking. Ils ne me détestaient pas parce que j'avais échoué. Ils détestaient que j'ai bâti une vie qui ne leur appartenait pas. Au moment où j'ai garé ma voiture, j'avais déjà pris une décision. Je n'allais plus me battre pour une place à cette table. Michael était dans la cuisine en train de corriger des copies quand je suis entré, toujours dans ses vêtements de travail, ses lunettes baissées sur son nez, un stylo rouge à la main. Il a levé les yeux une fois et a su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré le message sans dire un mot. Il l'a lu lentement, puis a lu ma réponse, puis a posé le téléphone sur le comptoir avec un calme que je n'attendais pas. Il ne m'a pas dit de leur pardonner. Il ne m'a pas dit que la famille était la famille. Renifle, il n'a même pas demandé ce que mon père voulait dire par « perdante », car à ce moment-là, il savait déjà. Il était à mes côtés depuis des années, tandis qu'il me souriait et me rabaissait, commentaire après commentaire. Tout ce qu'il a demandé, c'est « que veux-tu faire maintenant ?» Pas ce que tu penses devoir faire. Pas ce qui rendra ça plus facile à Noël. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis appuyé sur le comptoir et j'ai dit la vérité avant de pouvoir me rétracter. Je crois que j'en ai fini d'essayer de gagner l'amour de gens qui ne me respectent que quand je me fais plus petite. Michael a hoché la tête une fois et a dit « Alors, arrête de rapetisser. » C'était tout. Pas de discours, pas de drame, juste la permission de dire la vérité. J'ai passé le reste de cet après-midi à faire quelque chose que ma famille ne comprendrait jamais. Je suis devenue silencieuse. Je n'ai pas quitté le groupe de discussion. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas envoyé un long paragraphe émotionnel qu'ils pourraient capturer et se moquer plus tard. J'ai laissé le silence faire son travail. Je les ai laissés se demander pourquoi je ne suppliais pas, n'expliquais pas, n'essayais pas de réparer ce qu'ils avaient brisé. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé Sophia Bennett, une vieille amie de l'université qui dirigeait maintenant des campagnes numériques pour de petites marques de style de vie. Elle me disait depuis 2 ans que mon entreprise avait l'air trop modeste en ligne pour la qualité de mon travail. Je lui ai dit que j'étais prête, non pas pour un rafraîchissement, mais pour un relancement. Je voulais un vrai site web, des témoignages de clients, des vidéos de projets, des montages avant-après de soignés, un flux de réservations qui me ferait ressembler à la chef d'entreprise que j'étais déjà. À la fin de l'appel, elle avait un photographe de prévu et un plan en marche. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti l'élan. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai passé un dernier appel. Ben Carter, mon cousin du côté de ma mère, s'était coupé de la majeure partie de la famille des années plus tôt après qu'une affaire ait mal tourné et que personne ne l'ait défendu. Il vivait maintenant à Bend, dans l'Oregon, et possédait quelques locations de vacances en dehors de la ville. Nous étions restés en contact juste assez pour savoir que l'autre était toujours là. Quand il a décroché, il n'a pas demandé pourquoi j'appelais si tard. Il a juste dit « Brooke, tu as enfin fini ?» J'ai laissé échapper un rire que je n'avais pas voulu. Il a écouté pendant que je lui racontais la version courte, puis il m'a dit qu'un de ses locataires de longue date déménageait dans quelques mois. 4 chambres, rue Calme, bonnes écoles. Si tu es sérieuse, dit-il, ne pars pas à moitié. Pars pour de bon. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon sombre et j'ai regardé la vie que Michael et moi avions construite. Les jouets dans le coin, les œuvres d'art scolaire sur le réfrigérateur, les dossiers d'entreprise empilés sur la table. Tout renifle petit, ordinaire et durement gagné. Ma famille pensait que me priver d'un dîner d'anniversaire me remettrait à ma place. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à construire une vie où leur approbation ne pouvait pas m'atteindre. Et avant que cette semaine ne soit terminée, même le dîner d'anniversaire dont ils riaient commencerait à s'effondrer sans moi pour le maintenir. Au cours du mois suivant, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais fait depuis des années, mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sophia a agi rapidement. Elle a entièrement refait mon site web,
à réorganiser mon image de marque et à donner à mon entreprise l'apparence qu'elle avait toujours méritée. Elle a fait en sorte qu'un photographe me suive lors de 2 jobs de homestaging, a capturé les transformations avant et après, et les a transformées en courtes vidéos qui rendaient mon travail soigné et vivant. Nous avons ajouté des témoignages de clients, la réservation en ligne et un portfolio qui reflétait enfin le niveau auquel je travaillais depuis le début. En 3 semaines, les demandes ont doublé. À la fin du mois, j'étais réservé plus loin que jamais. De nouveaux clients me trouvaient via les réseaux sociaux. Des agents immobiliers avec qui je n'avais jamais travaillé auparavant me contactaient. Une femme m'a dit qu'elle m'avait choisi parce que mon travail lui semblait chaleureux, pas froid et cher. J'ai repensé à cette phrase pendant le reste de la journée. Chaleureux, pas froid et cher. Elle n'avait aucune idée à quel point cela comptait. Pendant que l'entreprise décollait, j'ai gardé ma vie personnelle en ligne exactement la même. J'ai posté une photo de Mia à l'entraînement de softball avec de la terre sur les genoux et ce petit sourire féroce qu'elle a quand elle pense avoir fait quelque chose d'impressionnant. J'ai posté une photo de Noah à ses cours de natation, accroché au mur et riant comme s'il n'avait aucune peur au monde. J'ai posté une photo rapide de Michael en train de faire des crêpes un samedi matin, pendant que les 2 enfants se disputaient pour savoir qui avait le plus de myrtilles dans son assiette. Rien de dramatique, rien de faux, juste une vie tranquille et stable. Et cela, plus que tout, semblait déranger ma famille. Megan fut la première à me contacter. Elle m'envoya un message privé un soir, contente de te savoir en forme. Maman est contrariée. Et honnêtement, ça a assez duré. Il n'y avait pas d'excuse. Aucune reconnaissance de ce qui avait été fait. Juste le ton habituel, poli et supérieur, comme si j'étais la difficile, prolongeant un malentendu. Je l'ai laissé non lu. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS directement. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ta mère. Je l'ai fixé longtemps, car c'était exactement le problème. Dans notre famille, la maternité était traitée comme une excuse permanente. Peu importaient les dégâts causés. Je devais toujours revenir, à cause du titre seul. Je ne lui ai pas répondu non plus. Puis, le dîner d'anniversaire a eu lieu et est passé. Je n'en ai pas entendu parler tout de suite, mais la nouvelle se propage dans une famille, même quand personne ne prononce ton nom à voix haute. Une semaine plus tard, Anna m'a envoyé un message me demandant si nous pouvions parler. Elle a dit que la fête avait été étrange, pas gênante comme dans une famille normale. Étrange, d'une manière plus tranchante, plus lourde. Les gens n'arrêtaient pas de demander où j'étais. Quelques proches avaient apparemment supposé que j'étais en retard, car ils savaient que j'avais aidé à organiser le dîner. À un moment donné, quelqu'un a mentionné la salle privée qui avait disparu. Quelqu'un d'autre a demandé qui avait organisé le menu personnalisé dont ma mère se vantait. C'est là que la vérité a commencé à fuir dans la pièce. Je l'avais payé. Je l'avais planifié. J'avais l'intention d'offrir à ma mère le genre d'anniversaire dont elle pourrait se vanter pendant des années. Et après que mon père m'ait jeté dehors, tout était parti. Anna m'a dit que notre mère avait essayé de prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, mais son sourire ne s'est jamais posé correctement après cela. Mon père devint plus silencieux à mesure que la nuit avançait. Megan s'en prit au personnel pour des petites choses qui, normalement, ne l'auraient pas dérangé. Tyler fit une de ces blagues stupides et personne ne rit. Toute la soirée, selon Anna, tout le monde semblait tourner autour de la même question sans la dire à voix haute. Pourquoi chasserait-il la seule personne qui s'était réellement montrée pour eux? J'ai lu le message d'Anna 2 fois et j'ai posé mon téléphone. Pendant des années, j'avais été la personne la plus facile à blâmer dans cette famille, car j'étais toujours celle qui essayait encore. Dès que j'ai reculé, toute l'illusion a commencé à vaciller. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé de Anna. On peut se rencontrer en personne? Juste nous deux. J'ai regardé l'écran longtemps avant de répondre. La partie la plus étrange, c'est que je n'avais plus peur. Je me sentais juste prête. J'ai rencontré Anna 3 jours plus tard dans un café tranquille près du lac, assez loin de notre quartier habituel pour qu'il n'y ait presque aucune chance de croiser quelqu'un que nous connaissions. Elle était déjà là quand je suis entré, assise près de la fenêtre, les mains serrées autour d'une tasse en papier, comme si elle avait besoin de quelque chose de chaud juste pour se maintenir. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas masquer. Pas malade, pas dramatique, juste épuisée. Quand elle m'a vu, elle s'est levée à moitié,
comme si elle voulait me faire un câlin, puis a semblé y renoncer et s'est rassis. J'ai pris la chaise en face d'elle et j'ai attendu. J'avais fini d'aider les autres à trouver les mots pour expliquer ce qu'ils avaient fait. Pendant quelques secondes, elle m'a juste regardé. Puis elle a poussé un soupir et a dit, « Tu avais raison. » Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence faire ce qu'il faisait pour moi depuis ce matin dans la file d'attente du café. Anna a regardé sa boisson et a commencé à parler. Elle a dit que le dîner avait semblé étrange dès le début. Maman n'arrêtait pas de sourire trop fort et de parler trop vite. Papa faisait comme si ça ne le dérangeait pas, mais il a vérifié son téléphone toute la nuit, comme si une partie de lui pensait vraiment que tu allais arriver et arranger les choses comme tu le faisais toujours. Megan a passé la moitié de la soirée irritée parce que les choses ne cessaient de déraper. La table n'était pas bonne, le service était défaillant, le personnel ne connaissait pas le menu que maman attendait. Tyler a fait une de ses remarques stupides sur les drames familiaux et même maman l'a fait taire. Anna a dit que personne ne s'amusait. Il jouait une célébration, il n'en vivait pas une. Puis elle m'a regardé et a dit la partie qui, je pense, allait me toucher le plus. Papa n'aurait jamais dû envoyer ce SMS. Personne n'a voté là-dessus. Personne ne s'est assis et n'a dit que nous ne voulions pas de Brooke ici. Il a simplement décidé que si tu ne faisais pas ce qu'il voulait, alors tu ne devais pas être là du tout. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pas de choc, pas même de colère, juste une confirmation. Toute la famille ne veut pas de toi. C'était la phrase qu'il avait utilisée pour rendre sa cruauté officielle, pour la faire paraître unanime. Anna a continué, peut-être parce qu'une fois qu'elle a commencé à dire la vérité, elle ne savait plus comment s'arrêter. Elle a dit que quelques parents avaient posé des questions au dîner, une fois qu'ils avaient réalisé que c'était moi qui avais arrangé la salle privée et le menu spécial. Apparemment, une de mes tantes avait dit, « Je pensais que Brooke s'occupait de tout ça. » Puis une autre personne a demandé pourquoi je n'étais pas là si j'avais aidé à planifier. Anna a dit que maman avait essayé de balayer ça d'un revers de main, mais les gens pouvaient voir que quelque chose n'allait pas. L'histoire ne tenait pas. Papa s'est irrité, Megan est devenue défensive, et plus ils essayaient d'agir comme si tout était normal, plus il devenait évident que ça ne l'était pas. J'ai demandé à Anna pourquoi elle n'avait rien dit dans la discussion de groupe quand c'est arrivé. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a donné la réponse la plus honnête qu'elle m'ait probablement jamais donnée de sa vie. Parce que j'avais peur d'eux. Peur de papa. Peur que Megan se retourne contre moi. Peur d'être la prochaine. Puis elle a dégluti difficilement et a ajouté, « Mais je pensais aussi que tu reviendrais, comme tu le fais toujours. » Cela m'a fait plus mal que prévu, parce que c'était vrai. Je les avais tous entraînés à croire que je reviendrais toujours, que j'expliquerais, que j'accepterais n'importe quelle version de l'amour qu'ils m'offraient, juste pour éviter de les perdre complètement. Anna m'a dit que maman avait passé les jours après la fête à pleurer et à dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi les choses avaient été si loin. Papa n'arrêtait pas de dire que j'étais dramatique. Megan a dit que j'essayais de faire culpabiliser tout le monde. Puis Anna a prononcé la phrase qui a fait que toute la forme de ma vie est devenue nette. Ils ne t'aiment que quand tu es utile et silencieuse. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre un instant, car la vérité était si nette qu'elle m'a presque donné le vertige. Utile et silencieuse. C'était le rôle. La fille qui se présentait. La fille qui aidait. La fille qui rendait les choses belles, calmait les gens, comblait les lacunes, encaissait le coup, avalait l'insulte, rappelait, apportait le cadeau, organisait le dîner, faisait que tous les autres paraissaient meilleurs qu'ils ne l'étaient. Et dès que j'ai cessé de faire cela, je suis devenu jetable. Anna a commencé à pleurer alors, de vraies larmes cette fois, pas le genre prudent que les gens utilisent quand ils veulent être crédités de se sentir mal. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour toutes les fois où elle était restée silencieuse, toutes les fois où elle m'avait envoyé un réconfort privé après une lâcheté publique, toutes les fois où elle avait choisi la sécurité plutôt que l'honnêteté. Je la croyais sincère, mais quelque chose en moi avait déjà trop avancé pour revenir en arrière juste parce que quelqu'un avait enfin admis ce qui se passait depuis le début. J'ai tendu la main sur la table et posé ma main sur la sienne pendant une seconde, non pas parce que j'étais prête à tout pardonner, mais parce que j'avais besoin qu'elle comprenne une chose clairement. J'ai dit, je n'ai jamais été le problème dans cette famille. Anna a secoué la tête et a dit, non, tu étais celle qui l'empêchait de s'effondrer. Nous sommes restés assises un peu plus longtemps après cela, mais la conversation était déjà terminée, de la seule manière qui comptait.
J'étais arrivé en portant encore un petit morceau de culpabilité, une question persistante sur la possibilité que j'exagère, que je devrais essayer une fois de plus, que m'en aller ferait de moi la méchante qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. J'ai quitté ce café sans rien de tout cela. Au moment où je suis retourné à ma voiture, je ne me demandais plus si je devais sauver la relation. Je pensais à la vitesse à laquelle je pourrais éloigner mes enfants de personnes qui pensaient que l'amour était quelque chose que l'on devait gagner en disparaissant à l'intérieur. Cette nuit-là, après le dîner, Michael m'a trouvé dans le garage, tenant un carton vide. Il m'a regardé une fois et a demandé « On le fait ?» J'ai hoché la tête et j'ai dit « Oui. » Cette fois, on part pour de bon. Une fois que je l'ai dit à voix haute, tout a commencé à bouger plus vite. Pas d'une manière chaotique, pas dans le genre de panique frénétique que ma famille aurait attendu de moi, mais avec un calme qui m'a surprise moi-même. Le lendemain matin, pendant que les enfants étaient à l'école et que Michael était au travail, je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, un bloc-notes et une tasse de café qui est devenue froide avant que je ne la touche. J'ai fait une liste. Transférer les documents de l'entreprise. Terminer les contrats de mise en scène actuels. Parler à l'école des dossiers. Commencer à trier la maison pièce par pièce. Déterminer ce que nous prenions et ce que nous ne transportions plus. Ben a appelé cet après-midi avec des photos de la location à Bend. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Des murs blancs et propres, de grandes fenêtres, un jardin tranquille, assez de place pour que les enfants courent sans se sentir enfermés, une bonne lumière dans la cuisine, un petit espace détaché à l'arrière qui pourrait servir de bureau ou de studio de design une fois installé. J'ai regardé ces photos plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Ça ne ressemblait pas à une évasion. Ça ressemblait à une vie. Michael est rentré ce soir-là et nous nous sommes assis par terre, après que les enfants soient allés se coucher, parlant de logistique plutôt que de sentiments, ce qui, d'une certaine manière, semblait plus intime que n'importe quelle conversation dramatique. Il terminerait l'année scolaire à distance s'il l'approuvait. Sinon, il démissionnerait et trouverait quelque chose de nouveau après le déménagement. Je terminerais les projets que je pouvais, référerais le reste, et relancerais mon entreprise en Oregon sous le même nom. Chaque décision me semblait lourde, mais pas fausse. C'était la différence. Une semaine plus tard, j'ai posté une simple photo sur Instagram. Juste 3 cartons de déménagement empilés contre le mur de mon bureau avec la légende « Nouveau chapitre en cours de chargement ». Pas de lieu, pas d'explication, rien d'émotionnel. En moins d'une heure, Anna m'a envoyé un message pour me demander si je déménageais. Je n'ai pas répondu. Puis Megan a appelé. J'ai laissé sonner. Ma mère a envoyé un message cette nuit-là disant qu'elle avait entendu une rumeur et voulait savoir ce qui se passait. J'ai laissé celui-là sans réponse aussi. Le lendemain matin, mon père m'a enfin envoyé un message directement. Tu vas trop loin. C'est tout ce qu'il a écrit. Pas d'excuses, pas de questions sur ses petits-enfants, aucun signe qu'il avait passé ne serait-ce qu'une seconde à penser à ce qu'il avait fait. Juste la même vieille posture, comme s'il croyait encore qu'il était en charge de la fin de cette histoire. J'ai regardé l'écran et je n'ai rien ressenti. Un mois plus tôt, ce texte m'aurait fait spirale. Maintenant, cela ne faisait que confirmer que partir était la bonne chose à faire. Au cours des semaines suivantes, la maison a lentement changé de forme autour de nous. Les placards ont été vidés, les étagères dégagées, les vieux jouets ont été mis en carton ou donnés. J'ai vendu des meubles que nous ne voulions pas traîner à travers le pays et j'ai donné la moitié des objets décoratifs que j'avais autrefois achetés en essayant de rendre cette maison plus complète qu'elle ne l'avait jamais été. Mia et Noah pensaient que tout cela était une aventure. Nous les avons laissés dessiner sur les cartons avec des marqueurs, de petits cœurs et des étoiles, et des noms tordus de couleurs vives. Michael a écrit Bend ou buste sur l'un d'eux et a fait rire les enfants si fort qu'ils ont failli tomber. Il y avait des moments, généralement tard le soir, où je me tenais dans une embrasure de porte et ressentais la douleur de ce que je faisais. Non pas parce que je voulais rester, mais parce que je voyais si clairement depuis combien de temps j'étais resté dans des endroits qui me faisaient du mal, simplement parce que je pensais que l'endurance était la même chose que l'amour. Ma famille continuait à tourner en rond à mesure que le déménagement approchait. Megan a envoyé un long message expliquant que je déchirais tout le monde à cause d'un malentendu. Ma mère a écrit un email rempli de souvenirs et de culpabilité, parlant des fêtes et des vieilles photos de famille, et comment les mères font aussi des erreurs. Anna a essayé d'appeler 2 fois et quand j'ai finalement écouté son message vocal, tout ce qu'elle a dit,
c'est qu'elle comprenait si j'avais besoin de distance, mais elle espérait que je lui dirais avant de partir. J'ai failli la rappeler. J'ai failli me laisser attendrir. Puis mon père a envoyé un autre message. Tu agis comme une enfant. Je l'ai lu une fois et j'ai éclaté de rire dans ma cuisine vide. Après tout ce qu'il avait fait, après toutes ces années passées à me rabaisser, à contrôler la pièce, à décider qui comptait et qui ne comptait pas, c'est tout ce qu'il avait. C'est le mieux qu'il ait pu trouver quand il a réalisé que je partais vraiment. Une semaine avant le déménagement, j'ai ouvert la discussion de groupe familial pour la première fois depuis des jours. La conversation était revenue à la normale en surface. Quelqu'un avait posté une photo de bébé. Quelqu'un d'autre parlait d'un barbecue d'été. Il n'y avait aucune mention de moi. C'était le genre de silence que les familles créent lorsqu'elles veulent effacer la personne qui a cessé de jouer le rôle qu'on lui avait assigné. J'ai fait défiler pendant 1 minute, puis j'ai appuyé sur un bouton et j'ai quitté le chat sans dire un mot. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Anna d'abord, puis Megan, puis ma mère. Je l'ai posé, face contre la table, et j'ai continué à faire mes valises. La dernière nuit dans la maison, Michael et moi étions assis par terre dans notre chambre, car le lit avait déjà été démonté. Les renifles enfants dormaient sur des matelas gonflables, épuisés et heureux. Il m'a demandé une dernière fois si j'étais sûr. J'ai regardé autour de la pièce, les murs blancs et les coins nus, et j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je ne pars pas parce que je suis en colère, lui ai-je dit. Je pars parce que je comprends enfin ce que rester coûte. Nous sommes partis le lendemain matin avant le lever du soleil. Michael conduisait le SUV avec les enfants et je suivais derrière dans le camion de location. Juste avant de monter, j'ai pris une dernière photo du salon vide, avec la lumière du matin tombant sur le sol, et je l'ai postée avec une seule ligne. Parfois, partir est la seule façon de grandir. Puis j'ai verrouillé la porte d'entrée, laissé tomber les clés dans la fente aux lettres, et je suis parti sans me retourner. 6 mois à Bend ont changé plus que mon adresse. Cela a changé la façon dont je me réveillais le matin. De retour au Texas, j'ouvrais les yeux avec un poids déjà sur la poitrine, comme si j'étais en retard pour résoudre un problème qui avait commencé avant même que je ne me lève. En Oregon, l'air était différent. La maison était plus calme. La lumière à travers les fenêtres de la cuisine était plus douce. Mia s'est fait des amis plus vite que je ne l'espérais. Noah a commencé à dormir toute la nuit sans errer dans notre chambre. Michael a trouvé un poste d'enseignant à distance qui payait moins que son ancien, mais qui lui donnait quelque chose que ma famille n'a jamais compris la valeur, la paix. Quant à moi, j'ai reconstruit mon entreprise, pièce par pièce. Ben m'a présenté à quelques agents locaux. Sophia m'a aidé à maintenir l'élan en ligne, et en quelques mois, je mettais en scène des propriétés de vacances et des maisons familiales qui avaient besoin de chaleur au lieu de faste. C'était moins que ce que mon père aurait appelé un succès, mais c'était honnête, stable et entièrement à moi. Le plus étrange, c'est de réaliser l'espace qui s'est ouvert dans ma vie une fois que j'ai cessé de gérer des gens qui s'entêtaient à me mal comprendre. Plus de faits tendus, plus de formulations prudentes, plus d'attentes de la prochaine insulte déguisée en conseil. J'ai entendu des choses, bien sûr. Les familles comme la mienne ne lâchent pas prise en silence. Par l'intermédiaire de parents mutuels et du message occasionnel qui s'échappait d'un email débloqué, j'ai appris que mon père disait aux gens que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais pris une blague trop au sérieux, que je traversais quelque chose émotionnel. Ma mère avait opté pour une version plus douce. Elle disait aux gens qu'elle ne comprenait pas ce qui m'était arrivé, comme si la cruauté était entrée dans mon corps un matin comme une fièvre et m'avait fait oublier qui j'étais. Mais des histoires comme celle-là ne fonctionnent que lorsque la personne dont elles parlent reste assez longtemps à proximité pour continuer à se défendre. J'étais parti. J'étais occupé. J'étais heureuse. Et renifle petit à petit, leur version a cessé de tenir la route. Plus ils parlaient, plus les gens commençaient à se souvenir de choses. Comme le fait que j'étais toujours celle qui aidait à organiser les événements familiaux. Comme le fait que je me montrais quand quelqu'un avait besoin d'un trajet, d'un service, d'une solution de dernière minute, d'un cadeau, d'une voix calme, d'une paire de mains supplémentaires, à quel point je donnais sans compter. Quelques cousins m'ont contacté discrètement pour s'excuser, non pas d'une manière qui demandait un pardon instantané, mais d'une manière qui me disait qu'ils avaient enfin vu le schéma pour ce qu'il était. Megan ne s'est jamais excusée. Cela aurait exigé de l'humilité.
Et l'humilité n'a jamais été son talent. Anna l'a fait. Plus d'une fois. Je la croyais à chaque fois, mais la croyance et l'accès ne sont pas la même chose. Elle pouvait être désolée et ne pas être en sécurité. Puis, un samedi gris de fin d'automne, j'ai vu mes parents en personne pour la première fois depuis notre départ. J'étais dans une épicerie avec Noah, debout dans l'allée des céréales, tandis qu'ils se disputaient passionnément pour quelque chose couvert de guimauve de dessins animés, quand j'ai entendu mon nom derrière moi. Pas Brooke, de la manière chaleureuse dont les amis le disent. Brooke, à l'ancienne, comme une main qui me tend vers la nuque. Je me suis retourné et ils étaient là. Ma mère paraissait plus âgée. Pas de manière spectaculaire. Juste plus petite, en quelque sorte. Mon père était à côté d'elle, avec une canne. Sa mâchoire plus serrée que dans mes souvenirs. Son corps portait le contour de quelqu'un qui avait passé sa vie à s'attendre à ce que les pièces se plient autour de lui, et qui apprenait seulement maintenant qu'elle ne le ferait pas. Pendant une étrange seconde, j'ai eu l'impression que ma vieille vie m'avait rattrapé au rayon des fruits et légumes. Ma mère fit un pas en avant et prononça mon nom à nouveau. Plus doucement cette fois. Noah leva les yeux vers moi et demanda qui ils étaient. Je posai une main sur son épaule et dis, « Ce sont des gens de ma vieille vie, mon cœur. Reste avec moi. » Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé, mais je n'avais pas élevé la voix. J'avais seulement dit la vérité. Elle a commencé à parler rapidement après cela, disant qu'ils avaient essayé de me joindre, qu'ils étaient en ville pour quelques jours, que c'était peut-être un signe que nous étions censés parler. Mon père n'a rien dit au début, ce qui était presque plus inquiétant que s'il avait claqué des doigts. Il est juste resté là, attendant que je lui offre une ouverture, comme je le faisais toujours. Mais, je n'étais plus cette femme. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit la chose que j'avais mis des années à comprendre. Je ne vous déteste pas. Je n'ai pas besoin de vengeance. Mais mes enfants ne grandiront pas en croyant que l'amour signifie humiliation, contrôle et silence. Je ne leur apprendrai pas à mendier des miettes auprès de personnes qui ne voulaient de moi que quand j'étais utile. Ma mère a commencé à pleurer avant que je ne finisse. Mon père a finalement parlé. Et même à ce moment-là, il ne pouvait pas se laisser aller complètement. Il a dit, nous étions une famille. Comme si ce mot seul devait ouvrir toutes les portes qu'il avait passé des années à me claquer au visage. J'ai hoché la tête et dit, oui. Et c'est exactement pourquoi cela comptait tant. Puis j'ai pris la main de Noah et je suis parti. Ni l'un ni l'autre ne m'ont suivi. C'est le moment qui m'est resté après coup. Pas les larmes, pas la canne, pas même le silence. C'est le fait que, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas quitté une conversation avec eux en me sentant petite. Je suis parti en me sentant lucide. Plus tard dans la nuit, assise sur le porche arrière pendant que les enfants jouaient à l'intérieur et que Michael lisait à côté de moi, j'ai réfléchi à quel point je voulais autrefois que ma famille devienne des personnes différentes. Des gens plus gentils. Des gens plus justes. Des gens qui pouvaient aimer sans tenir de score. Mais la vérité, c'est qu'attendre que les gens changent peut devenir une autre façon de s'abandonner soi-même. Parfois, la leçon n'est pas qu'ils finiront par voir votre valeur. Parfois, la leçon est qu'il faut cesser de confier votre valeur à des gens qui profitent du fait d'en douter. Je ne suis pas parti pour les punir. Je suis parti parce que j'ai enfin compris que protéger ma paix n'était pas cruel. Et protéger mes enfants du même cycle n'était pas égoïste. Certaines familles vous apprennent à appartenir. D'autres vous apprennent ce que l'amour ne devrait jamais coûter. Mon père pensait que m'exclure d'un dîner d'anniversaire me remettrait à ma place. Ce qu'il a vraiment fait, c'est me montrer qu'il n'y avait pas de place pour moi là où je ne devais pas disparaître. Alors, j'en ai construit une nouvelle. Et la partie la plus heureuse, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas construite par vengeance. Je l'ai construite à partir de la vérité. Chez Revenge Nickel, notre équipe s'engage à créer des histoires fictives significatives et captivantes qui divertissent tout en offrant de précieuses leçons de vie. Chaque histoire sur cette chaîne est créée à des fins éducatives et inspirantes, avec l'espoir de partager des messages réfléchis et des expériences pertinentes avec nos téléspectateurs. Cette histoire rappelle aux téléspectateurs que le respect de soi, les limites saines et la force émotionnelle sont essentielles dans toute relation. Elle enseigne que l'amour ne devrait jamais exiger l'humiliation, le silence ou la perte de son identité. À travers ce voyage, le public peut réfléchir à l'importance de choisir la paix, la dignité et la croissance personnelle.